Wenn ich an meinen Vater denke, er war jemand, der sich dafür interessierte, wie Städte leben. Er sagte immer, ich liebe Städte, wie ich auch Frauen liebe. Le prix Franz Hessel, qui existe depuis 10 ans déjà, s'inscrit dans la durée et salue les efforts déployés par la Villa Gilet et la Fondation Gunchhagen pour encourager et nourrir le dialogue littéraire franco-allemand. Dass uns die aktuelle Situation dazu zwingt, den Franz-Hessel-Preis ausgerechnet in seinem 10. Jubiläumsjahr getrennt in Frankreich und Deutschland zu vergeben, bedauere wahrscheinlich nicht nur ich wirklich sehr. Steht doch der Preis gerade für die Verbundenheit unserer beiden Länder. Und dennoch freue ich mich natürlich, heute wenigstens in diesem kleinen Rahmen den Preis an Lola Randl vergeben zu können. Ich freue mich sehr, heute den Franz-Hessel-Preis für das recht spezielle Jahr 2020 entgegennehmen zu dürfen. Die Aufgabe, den literarischen Dialog zwischen Deutschland und Frankreich aufrechtzuerhalten und weiterzuführen, sehe ich jetzt an mich weitergegeben und nehme diese gerne an. Mesdames et Messieurs, je suis fier aujourd'hui, au nom de notre amitié et de l'amitié franco-allemande, et avec l'ensemble de nos partenaires allemands et français, d'avoir le grand honneur de remettre le prix de littérature franco-allemand Franz Hessel à la lauréate française Emmanuelle Pirer. Liebe Kulturministerin, ich fühle mich geehrt und freue mich sehr, diesen Literaturpreis zu erhalten. Ich danke Ihnen und grüße Sie herzlich. Chimère, c'est un livre qui se termine au Parlement européen de Strasbourg. Donc évidemment, on ne pouvait pas rêver plus merveilleux pour ce livre qu'un prix franco-allemand. Literarische Texte, die über nationale Grenzen hinweg gelesen werden, können ja die gemeinsamen kulturellen Werte als Fundament eines geeinten Europas sehr sichtbar machen. Der Preis soll dazu beitragen, dass die Werke der Künstlerinnen ihr Potenzial als kulturelle und zwischenmenschliche Mittler entfalten können, dass sie in ihrem Heimatland wie auch natürlich dann im jeweiligen Nachbarland Aufmerksamkeit und Verbundenheit weit über diese nationalen Grenzen hinweg finden. C'est grâce aux initiatives telles que le prix Franz Hessel que les littératures de nos deux pays sont mises en valeur. Er bedeutet für uns immer noch das Zusammenkommen von diesen beiden Ländern, Frankreich und Deutschland, und natürlich von der gemeinsamen Literatur, dem Literaturbedürfnis. Dafür war er einer der Vorführer, einer der Begleiter von denen, die diese doppelte Kultur in sich genommen und auch nach der schrecklichen Zeit des Zweiten Weltkrieges wieder übernehmen wollen und übernehmen sollen. Soweit der kleine Film zur Preisverleihung. Guten Abend. C'était le petit film avec lequel le prix a été attribué. Je vous souhaite bonsoir à vous tous, vous qui suivez le streaming en France et en Allemagne. Emmanuelle Pirer et Lola Randl. Soyez les bienvenus, herzlich willkommen. Dans le cadre de la littérature live, bien sûr, il faut que je le prononce en français, littérature, donc Live Festival à Lyon.
En parallèle au Salon du Livre de Leipzig, vous allez donc rencontrer et faire la connaissance des deux auteurs, Emmanuel Pirer et Lola Randl, qui ont donc gagné ce prix. Vous l'avez reçu dans les conditions de pandémie et c'est à cause de cela que nous avons une visioconférence pour parler. Et ces deux auteurs n'ont pas encore eu l'occasion de s'entretenir ensemble. Donc, elle se trouve à deux endroits différents, à la Villa Gilet à Lyon, avec Emmanuel Pirer, et ici à la Fondation Genshagen, nous avons l'autre auteur, Lola Randl. Moi-même, je m'appelle Barbara Wallstern. Les deux institutions, dans la Villa Gilet et la Fondation Genshagen, ont créé ce prix littéraire. Nous n'avons pas beaucoup de temps, c'est pour ça que je vais vous présenter rapidement les deux auteurs. Emmanuel Pirer vit à Lyon, elle écrit depuis 2012, elle est metteur en scène, elle a une pratique en scénographie, mise en scène, et elle a reçu le prix Médicis en 2012. Le jury avait dit que c'est un roman de collage où la réalité et la fiction se croisent et des langues différentes se rencontrent. Pour les chimères, c'est la science et la politique, la croyance irrationnelle et qui sont mises en contact. Il s'agit de questions bioéthiques, les folies qui existent dans le monde et aussi dans un monde qui de travers. Lola Randl a fui la ville pour aller à Uckermark. Elle a créé un cosmos. Et à elle, c'est Le Grand Jardin, c'est le titre de son livre qui commence en hiver et qui met les projecteurs sur des questions principales, des réitérances. Il y a des choses qui sont cachées dans l'histoire et les choses curieuses de la vie, l'amour par exemple. Emmanuel Pirer parle aussi des curiosités de l'être humain. Donc, il existe un lien entre deux. Nous avons donc une exploration régionale de la patrie. Il y a des questions qui se posent, des questions à soi-même aussi. Toutes les deux auteurs, donc d'un côté Emmanuel Pirer et Lola Randl, ont quelque chose en commun. Ce ne sont pas seulement des écrivaines, mais elles travaillent aussi dans d'autres branches. Lola est metteur en scène, fait créer des films. Emmanuel Pirer travaille à la radio, fait de la musique, fait des films. C'est quelque chose en commun, mais j'aimerais savoir comment cela influence votre écriture. Lola, oui, je vais commencer. Je suis très heureuse. Je ne vous vois pas constamment, rarement plutôt, mais on est très proches maintenant, même si on se trouve à deux endroits différents. Et j'ai vraiment l'intention, si je peux le faire, d'inviter Emmanuel Pirer chez moi. Et sinon, j'irai aussi volontiers à Lyon. Donc, en ce qui concerne les textes, mes textes sont plutôt une sorte de tissu. Il y a des choses qui évoluent, qui se développent, et les choses s'influencent mutuellement et réciproquement. Et il y a un certain niveau sur lequel se créent les couches, les êtres vivants, les insectes. Et donc, il faut le voir dans leur ensemble et pas seulement dans le détail. Et c'est pour cela que j'avais commencé avec Le Grand Jardin. Mais c'est un début pour moi. Moi-même, j'étais très surprise de créer cela. Et vraiment, je suis curieuse de connaître le roman Le Chimère. Il faut que j'apprenne le français. Et aujourd'hui, c'est la première fois que j'apprends quelque chose sur ce livre. Mais
il y a beaucoup de choses qui m'influencent. C'était le cas dans le grand jardin. On peut regarder où l'on veut, on peut regarder par-ci, par-là, mais toutes les choses sont liées, comme dans un jardin, même avec le jardin et le compost. Oui, c'est un grand tissu. Et chez vous, Emmanuel Pereire, comment cela se présente-t-il ? Merci à vous pour l'introduction et puis donc bienvenue Lola à Lyon. Je suis ravie de vous recevoir. Mais oui, le tissu c'est bien comme métaphore et la chimère c'est une sorte de tissu en fait aussi. C'est une manière de mettre ensemble, de coudre ensemble des organismes qui ne sont pas censés normalement être ensemble. Et on espère que ça marche et que ça donne un corps, et puis parfois ça ne marche pas. Et enfin, en l'occurrence, pour la chimère biologique, on aurait préféré que ça ne marche pas, parce que ça devient un monstre. Voilà. Mais par exemple, la chimère, c'est aussi le livre avec beaucoup de thèmes différents qui sont reliés et qui doivent tenir ensemble. Et tout mon travail, ça a été de prendre toutes ces choses un peu différentes et de les faire tenir ensemble pour faire vraiment quelque chose d'organique, un corps. Et puis c'est aussi l'Europe. La chimère, c'est tous ces pays qui tirent chacun de leur côté et on essaie de faire en sorte que ça donne un corps qui fonctionne à peu près bien. Donc c'était tout ça. Et aussi ces autres activités dont vous avez parlé, Barbara, de faire du cinéma, des performances, des choses sur scène, de la radio, etc. C'est un peu le monde dans lequel on est, en fait, de passer d'une activité à l'autre, enfin, d'être sur Internet, de mélanger des images, du texte, du son, et de faire en sorte que ça ait du sens. En fait, je me dis toujours qu'on devrait être fou parce que toutes ces choses qui nous arrivent, toutes ces informations contradictoires et sur tellement de sujets, on ne devrait pas pouvoir les intégrer, en fait. Et finalement, on y arrive à peu près. Bon, ça tire quand même un peu, mais en gros, ça va. Et donc, c'est peut-être ça, le tissage et le point commun avec le jardin aussi. Quand on essaie de faire un jardin en permaculture, on essaie de tout mettre en relation pour que les choses cèdent les unes les autres, en fait, au lieu de se contredire. Aussi, le changement, le fait d'interchanger des questions, aussi l'humour, une insouciance, une littéralité naïve. Est-ce que c'est un moyen de se soigner, c'est-à-dire pour supporter les folies de ce monde d'aujourd'hui, ou aussi les contradictions de soi-même? Oui, chez moi, c'est vraiment un soin, une guérison, mais il n'y a pas de vraie solution. On peut dire, cela me permet de guérir, mais je n'arrive pas à la solution finale. Je ne pourrais pas dire je suis guéri, donc on ne voit pas la fin. Oui, mais c'est une sorte de guérison, le fait de guérir, puisqu'il faut considérer qu'on devient de plus en plus malade ou de plus en plus hystérique dans notre société. Mais c'est aussi une guérison d'aller dans un village. On espère avoir la guérison, on l'attend, et on l'a aussi en quelque sorte. Emmanuel? Moi, quand j'écris, je pense que ça me fait beaucoup de bien. Ça améliore mon état mental. J'ai l'impression de donner du sens en fait à des choses qui au départ pour moi n'ont pas de sens et qui m'inquiètent pour cette raison. Mais là, je viens de faire en fait un petit texte en rapport avec le festival qui a lieu en ce moment à Lyon, à la Villa Gilet. Le texte s'appelle « Les monstres du quartier ». Parce qu'en fait, quand j'ai écrit Chimère, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis dit, maintenant, tout le monde va s'apercevoir que les chimères, il ne faut pas faire ça, qu'on ne peut pas faire des hommes chiens, des hommes singes ou des hommes souris. Il faut arrêter, ça fait partie des mythologies terribles de l'être humain, mais on ne peut pas passer au réel et le faire vraiment. Or, en même temps, quand j'ai commencé à écrire Chimère, c'est parce que j'avais entendu dire qu'au Royaume-Uni, on faisait des petits êtres chimériques dans des laboratoires, qu'on les éliminait, et donc j'ai imaginé qu'un restait vivant plus longtemps et qu'il se développait, et on l'insémine, et il se développe et il devient un vrai monstre. Et puis, bon, une fois que j'ai écrit le livre, je me suis dit, maintenant, je passe à un autre problème. Ce problème est certainement résolu par la littérature.
Comme si, et pour moi, en fait, j'arrive presque à imaginer qu'il pourrait être résolu aussi ailleurs. En fait, une fois que j'en ai parlé, moi, je me dis c'est bon, maintenant les gens ont compris certainement. Et ça n'a pas du tout marché, puisque quand le livre est sorti, en fait, toutes les gens me disaient ah, ton livre sort, ça tombe bien, parce que justement au Japon, maintenant, on a le droit d'inséminer et de faire naître des chimères. Donc c'était encore pire que dans mon livre. Je me disais, oh là là, non, mais c'est horrible. Et ensuite, un peu plus tard, il s'est passé d'autres... la loi de bioéthique en France, qui a été votée cet été, a autorisé à faire des embryons chimériques. Donc c'était un nouveau stade. Et le dernier stade, en fait, c'est que pendant que je préparais le petit texte que m'avait commandé le festival ici à la Villa Gilet, j'apprends que dans mon propre quartier, en fait, à Lyon, on vient de fabriquer des chimères dans des embryons chimériques. On les a pas, ils sont pas des animaux qui sont nés, ce sont des petits embryons qu'on élimine au bout d'un certain temps, qui sont des hommes singes. Voilà, des hommes macaques. Donc, je me suis dit là vraiment, c'est pas possible, ça se rapproche vraiment trop. Donc la littérature, on a l'impression que ça fait beaucoup de bien, et puis ça nous en fait, mais ça passe pas le cap d'aller quand même jusqu'à régler les problèmes du réel. Ça, c'est dommage, mais... Le roman Chimère joue dans la période post-Brexit. Vous l'avez dit, il s'agit de recherches qui ont été menées en Grande-Bretagne, donc une chimère homme-chien qui a été créée. Et donc cela évolue en une histoire très bizarre. Donc il s'agit d'un prêtre rome qui est guérisseur et qui doit guérir un gadjo, donc un non-rome. On va peut-être écouter un petit extrait de ce livre. Donc c'est vers la fin du livre. C'est deux fils narratifs, en fait. Une fil narratif avec une femme manouche qui veut essayer donc manouche rome, qui veut essayer d'aider les des non-roms, donc les non-manouches, les gadgets. Et puis en même temps, il y a le fil narratif d'une femme qui vit avec sa chimère homme-chien, qui s'appelle Alistair. Et donc à ce moment-là, les deux fils narratifs se rejoignent. Et ça se passe sous un chapiteau évangélique. Le chapiteau fut bientôt assez plein d'Esprit Saint pour que débutent les guérisons. Brigitte a pris place avec Alistair dans la file de malades, tandis que les mains du pasteur se posaient rituellement sur les victimes de cancer ou d'addiction. Quand ça a été son tour, Alistair s'est avancé vers le guérisseur qui lui tendait les bras. Malheureusement, malgré la précaution du sweat à capuche pour dissimuler son visage, le pasteur est resté interdit devant l'apparition. Nous l'avons vu vaciller, les mains couvrant son visage. Dans les secondes qui ont suivi, des siècles de réticence tzigane convergèrent sur lui qui chancelait. Comment avait-il pu s'imaginer un seul instant pouvoir aider les paysans, les gadgets, et les soustraire à leur violence et leurs bêtises? Quelle folie les avait pris! Non seulement lui et Wendy, mais aussi l'Union Romanie Internationale, de quitter l'ancestrale invisibilité pour fréquenter les gadgets et s'en aller serrer des mains à l'ONU, à l'UNESCO et au Conseil de l'Europe. 10 siècles que les tziganes contrecarraient toute tentative d'assimilation et s'acharnaient à rester dans les marges, qu'ils disparaissaient dans les forêts et les gorges de montagne, que déposer dans leurs mains n'importe quel projet de développement retombait aussitôt en poussière, que les succès scolaires restaient minces. 10 siècles à ne désirer que leur liberté de chevaux sauvages et à refuser qu'à la voûte des forêts on puisse préférer un toit, si beau soit-il. 10 siècles de noms falsifiés, de liens familiaux contrefaits et de ruses anti-gadjo, pourvu qu'aucun gadjo, aucun paysan ne se mêlât de leurs affaires. 10 siècles que son peuple endurait le froid, la faim, la misère, pour qu'aujourd'hui ce fût à lui qu'il revint d'imposer les mains sur la tête difforme d'un alien.
le pasteur a renversé un vase de glaïeul et s'est accroché au pied de son micro et il a dit « Il faut arrêter avec les gadgets, nous devons fuir sur leur passage. Les manouches n'ont rien à voir avec eux, guérir ce gadjo, mais je ne suis même pas sûre qu'il s'agisse d'un gadjo. Qu'est-ce que c'est que cet être immonde, ce démon ?» Le démon maintenant, il manquait plus que ça. Pauvre petit Alistair. Vielen Dank, Emmanuel Pirer. Merci beaucoup, Emmanuel Pirer. Vous l'avez déjà dit à l'instant. Il y a beaucoup de fils qui se croisent dans cette histoire de guérison. Et c'est un monde faux, c'est-à-dire un membre d'une société malade s'occupe de membres d'une société soi-disant saine. Et il s'agissait de quoi exactement? Ah oui, c'est une inversion. En fait, bon, je me suis dit d'abord il faut travailler au niveau européen maintenant. C'est pour ça que je suis si contente de ce prix, c'est ce que je disais dans le petit discours, de ce prix franco-allemand, parce que je me suis dit qu'il ne fallait pas faire maintenant des livres à l'échelle française, il fallait essayer de faire des livres à l'échelle européenne. On ne sait pas très bien ce que c'est un peu difficile. Donc je me renseigne sur l'Europe, je m'aperçois, parce qu'au début je travaillais sur les OGM, et je m'aperçois bien sûr que les OGM sont autorisés par les instances européennes et pas du tout en France. Donc ça ne sert à rien de réfléchir en France, il faut vraiment réfléchir au niveau européen. Donc je me renseigne sur l'Europe, parce que je m'aperçois que j'y connais pas grand-chose quand même. Et puis dans un livre sur l'Europe, à la toute fin, dans le dernier paragraphe de la conclusion, je lis en fait le peuple rome, les tziganes, enfin quelques noms qu'on leur donne, ils ont plein de noms différents, les gitans, etc. Ce sont les seuls à vivre déjà depuis bien longtemps à l'échelle européenne. Et ça devrait être notre modèle, simplement ils sont obligés de se rattacher à des pays parce qu'on les y oblige, mais en fait, eux sont vraiment à l'échelle européenne. Et j'ai trouvé que c'était vraiment génial parce que c'est le peuple qui est le plus unanimement détesté dans tous les pays, vraiment qu'on met en général au banc de la société, et il pourrait peut-être avoir la solution du problème qu'on a et être finalement bien meilleur que nous sur ce problème-là de l'Europe. Donc je me suis mise à lire, et j'ai apporté un autre livre que j'ai trouvé vraiment si beau, alors, je ne sais pas s'il est traduit en allemand, qui s'appelle « Rome, une histoire européenne » de Leonardo Piazzere, qui est un auteur italien, je ne sais pas si vous le voyez, avec une belle photo de Rome sur la couverture. Et dans ce livre-là, en fait, on explique plein de choses sur la vie des Roms et comment, en fait, les clichés, enfin, les images qu'on a sur eux, ils les ont aussi sur nous, en fait, à l'envers. Ils nous trouvent très méchants, sales, mal soignés, ils trouvent qu'on fait tout de travers. Et donc, je trouvais ça amusant, en fait, parce que toutes les idées qu'on a, les clichés qui sont répandus dans nos sociétés sur les peuples du voyage, en fait, ils sont inversés de leur part et ils trouvent qu'on a beaucoup de défauts. Voilà, et donc c'est à partir de ce point-là que j'ai travaillé, enfin que j'ai développé ce fil là de la tzigane. Voilà, en gros. Je ne sais pas si j'ai expliqué tout ce que je devais, mais ça c'était un point vraiment important pour moi. Et donc il décide de nous aider, en fait. C'est ça aussi le point. C'est pour ça que le pasteur se retrouve à nous guérir de la chimère, parce que il décide qu'on est si mal en point, on va si mal, on fait tellement les choses de travers qu'il faut essayer de nous aider. Et le problème, c'est que chaque fois que la manouche, Wendy, le personnage de Manouche, essaie d'aider des gadgets, en fait, ça ne marche pas parce que les gadgets pensent que c'est eux qui doivent l'aider. Donc, ils envoient des assistantes sociales, des instituteurs, etc. Voilà. Donc, les choses se renversent et eux essaient de nous aider. Et au moment de la chimère, ils s'aperçoivent que non, ça ne marche pas, en fait, c'est pas possible. C'est trop grave. Oui, les enfants de l'auteur, donc le personnage, contribue et l'auteur essaye donc de les libérer de cette situation, à cette chimère entre homme et chien.
Et par rapport aux livres que lisent les enfants, c'est-à-dire les livres d'horreur, trouve aussi un lien. Mais de quoi est né cela? Est-ce qu'il s'agit d'une naissance horreur? En fait, je voyais autour de moi des enfants qui lisaient des livres d'horreur et j'étais étonnée. Ma fille, mon neveu, etc. Je leur disais, mais pourquoi vous lisez des livres aussi horribles? Et parce qu'il me semblait que moi, quand j'étais enfant, je lisais plutôt des livres policiers, en fait. Des petits livres policiers, polars, avec une solution à la fin, où la police arrive et puis tout se règle. Et les livres d'horreur, je trouvais que ça ouvrait vraiment sur des choses tellement atroces que je me disais, c'est pas normal de lire ça. Et puis en même temps, ils disaient, mais si, j'adore, je suis pas traumatisée, tout va bien. Voilà. Et dans un de ces livres, en fait, il y avait une sorte d'enfant chimère homme-chien, dans un livre pour enfants. Et donc, je me suis dit, de tout temps, il y a eu des loups-garous, des mythologies de homme-animal, de chimères. Et maintenant, avec ces avancées au Royaume-Uni et maintenant dans les autres pays, en fait, ce qu'on pouvait faire, c'était passer à la réalité. Et donc, je me suis dit que ça, c'était vraiment une chose importante. Et le rôle des enfants, c'est de dire que, bizarrement, on pense qu'ils sont traumatisés, mais qu'ils ne sont pas traumatisés. Peut-être qu'il y a un moment, ils vont être traumatisés quand même, mais en général, ils jurent que tout va bien. Et c'est une sorte de mystère avec les enfants. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils disent ça. Et c'est plutôt, en même temps, ça fait du bien qu'ils le disent. Au moins, on est content. Donc, le grand jardin de Lola Randl, il y a des passages documentaires. Elle jette par exemple le regard sur les habitants du village. On regarde à travers les murailles par exemple. On fait référence au château qui était donc un foyer d'éducation. Et donc, en contraste se trouvent les nouveaux venus qui ont d'autres expériences. Et il y a aussi les visiteurs qui arrivent dans le village. On va écouter donc un passage. Oui, j'ai des petits chapitres dans ce livre. Je l'ai organisé d'une façon encyclopédique et je n'ai pas encore lu donc ce passage-là. Donc il s'agit des visiteurs. Et l'aspect documentaire est très intéressant parce qu'il y a des choses qui sont mal recherchées. Et je savais ce qu'ils étaient, des chimères, de l'imagination, mais là, il s'agit de l'histoire du village, c'est-à-dire de différentes couches. Les visiteurs, c'est la première fois qu'il fait vraiment chaud dehors. Depuis que les Japonais ont ouvert le café en bas de chez nous, dans la maison, une foule de gens de la ville flânent dans la cour. D'une façon ou d'une autre, ils en ont entendu parler. Ils se passent le mot maintenant, ils sont là. Je les observe depuis notre chambre à coucher. Ils mangent du cheesecake au matcha japonais, comme s'ils n'avaient jamais rien mangé d'autre, et avec une certaine distinction. Les habitants du village se demandent naturellement aussi où tout cela va mener. J'en ai aucune idée. J'ai tout juste eu le temps de bricoler un panneau stationnement interdit qui est placé à présent sur le trottoir devant notre maison. Un mauvais stationnement étant presque aussi grave qu'une négligence dans l'entretien du trottoir. En tout cas, j'ai décidé que les Japonais s'intégraient parfaitement dans notre environnement. Ils sont simplement radicalement différents de tous les récits. C'est très étonnant que leurs graines aient volé jusqu'ici et qu'elles prennent maintenant racine. Quand les plantes font cela, on les appelle néophytes. Quand les néophytes se sentent particulièrement bien dans leur nouvel environnement, elles peuvent se transformer en une menace sérieuse. Et les espaces locaux, pour les espaces locaux. Et les protecteurs de l'environnement sont tout particulièrement opposés aux nouveaux venus. Les visiteurs de la ville songent presque toujours à leurs projets. Ils n'ont plus de métier comme avant, mais des projets, la plupart du temps distincts, qui évoluent en parallèle d'autres projets. Les visiteurs imaginent comment ce serait d'avoir un projet rural en plus. Ils s'imaginent que ce serait quelque chose de très beau. Ils pourraient être dans leur maison de campagne et faire eux-mêmes un gâteau. Pourquoi pas d'ailleurs un cheesecake au matcha? Alors ils seraient tout à fait détendus et pourraient se concentrer sur leur projet.
Les Japonaises ont commencé un projet autour des fleurs de cerisier. Pour cela, tous les pétales de fleurs de cerisier du village sont récoltés, salés et disposés sur les grands tissus pour que les visiteurs, tant qu'ils n'ont pas encore un projet rural à eux, puissent photographier les pétales de fleurs de cerisier salés. Rien que pour ça, le trajet vaut déjà le coup. Ensuite, on recouvre les pétales de sirop d'agave et on les transvase dans de petits pots de verre sur lesquels on colle un autocollant avec la mention Salted Cherry Blossom Agave Syrup pour finalement les placer en bonne place sur les étagères de leur nouvelle boutique. Merci beaucoup, Lola. C'est un caractère de projet, c'est-à-dire un projet de vivre et de travailler. Donc les deux choses deviennent un projet. Mais c'est contradictoire au fait de vouloir s'installer véritablement à la campagne. Où est-ce que cela peut se faire parallèlement? Oui, il y a un nouveau mouvement rural qui n'est pas encore bien défini. On ne sait pas encore si on veut vraiment s'installer, s'enraciner en campagne. Et même dans la tête des gens qui veulent le faire, ce n'est pas encore très clair. C'est le désir de nouveaux projets de vie pour s'éloigner de la vie du monde capitaliste, mais en même temps, le monde il y est parce qu'on va tout poster sur Instagram. Et donc, cela se met en scène en tant qu'image aussi. Ensuite, c'est une phase de se trouver soi-même. La crise du Covid n'a pas diminué cela, mais ça a mis en évidence que tout cela peut se faire. Et que le projet, même si un projet tombe en petits morceaux, et les projets deviennent virtuels. Oui, c'est difficile pour voir aussi ce qui se passe à la campagne, mais il y a aussi la vision qui permet de dire tout le monde va devenir des petits paysans. Il y a aussi l'idée de développer la permaculture, mais ce n'est pas le style de vie de celui qui crée cela. Mais donc les gens ils pensent aussi que le jardin se fait soi-même, se développe soi-même. Donc le jardin se jardine soi-même. Mais bon, après il y a les questions très banales de quoi on va vivre. Mais tout d'un coup, on a de nouveau des photoshootings à la ville, donc on va vite retourner à la ville pour retourner à la campagne. Racontez-nous quelque chose en ce qui concerne le sujet du capitalisme. Donc, il y a la protagoniste, ce n'est pas vous, Lola Randl, donc la protagoniste qui parle. Vous pourriez peut-être dire encore quelque chose à ce sujet-là du capitalisme. Donc, la protagoniste et moi-même, c'est peut-être pas ce qu'elle veut dire par capitalisme éthique, mais cela a quelque chose à voir avec le fait de vouloir se trouver soi-même. Ça a à voir avec le monde numérique et l'image qu'on se fait de soi-même. Donc, j'habite dans ce village, avec ses différentes couches. Donc, il y a la couche de la RDA, il y a eu des couches antérieures, et maintenant, tout d'un coup, il y a d'autres couches qui se rajoutent, donc ceux qui fuient la ville, les romantiques, et qui voient dans une simple prune quelque chose de sublime, c'est-à-dire ils veulent trouver la guérison. Ils ont une certaine image de la prune et évidemment ils sont suivis par d'autres. Et d'ailleurs, les Japonaises, d'ailleurs il faut dire que ce café japonais existait vraiment, mais il fallait le fermer puisque il était trop rempli, personne ne l'a voulu, et c'était quelque chose d'invraisemblable de dire il y a des Japonaises qui arrivent et qui ont beaucoup de succès d'une manière très critique. C'est donc improbable. Donc le café finalement a été fermé, mais il sera réouvert à Arles en France.
France, donc encore un lien entre la France et l'Allemagne. Donc je vais certainement aller voir ce café à Arles et je passerai par Lyon. Mais Arles, c'est la ville de la photographie en France. Et je verrai donc aussi les fleurs des cerisiers. Une autre chose qui est intéressante, oui, tout à fait. Ce qui était intéressant, que ce sont des choses qui normalement ne vont pas ensemble. Le capitalisme, évidemment, exploite les choses très rapidement. Il y a des choses qui suivent, mais le capitalisme évolue davantage. Il va continuer à bouger. Donc, la thèse n'a pas été écrite finalement par la protagoniste, mais cela m'intéresse toujours. Emmanuel, c'est un sujet auquel vous pouvez vous rallier ou que vous pouvez poursuivre. Donc, en ce qui concerne le capitalisme esthétique. Je voulais aussi dire que j'ai lu ce matin quelques extraits qui ont été traduits en français du livre de Lola. Donc, je suis très contente de vous entendre parce que la manière dont vous parlez des choses est drôle aussi et sérieuse à la fois comme dans le livre. Et j'ai beaucoup aimé le rapport à la nature et je me sentais assez proche de ça. En fait, j'avais fait un moment une pièce de théâtre sur l'écologie où des gens, un couple par exemple, qui travaillait dans les télécoms en France, à Paris, allaient vivre dans la campagne. Et puis au bout d'un moment, ils n'en pouvaient plus de devoir faire tellement de choses où simplement le mode de vie habité était devenu leur emploi du temps complet. Et c'est pas exactement comme ça dans le livre de Lola, mais je me suis sentie assez proche de la manière un peu distancée par rapport à la nature. C'est-à-dire qu'il y a un rapport à la nature, une envie, un désir de nature, et à la fois aussi toute les couches de psychologie humaine qui font que c'est pas du tout si simple, qu'on est beaucoup plus compliqué, retors que ça comme être humain, et que juste par exemple vivre en projet, cette idée est marrante, enfin de nos vies dans le capitalisme, qu'on ne travaille que par projet justement. L'idée de mettre ça dans un grand jardin et dans un moment où on retourne à la nature, c'est une très bonne idée, je trouve, parce que ça crée une distorsion entre le thème naturel d'aujourd'hui et ce qui ne va pas avec, en fait. La nature d'aujourd'hui, ce n'est pas la nature d'avant. On est obligé de retourner à la nature, mais avec tout ce capitalisme qui nous accompagne, ce n'est pas si simple, en fait. Et dans Chimère, il y a bien sûr le capitalisme est là, et on essaie le capitalisme et puis le rapport à la machine et à toutes ces choses qu'on nous impose en fait par la science. Enfin, toutes ces avancées scientifiques et technologiques nous sont imposées par le capitalisme. On n'en a jamais besoin et on est obligé sans arrêt de les accepter. Donc le livre parle exactement de ça en fait. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'accepter tant de changements? Et ensuite, il faut repédaler en arrière pour retourner à la nature, essayer de trouver sa place, et voilà, tout ça est compliqué. Et je trouve que le livre de Lola rend compte de cette contradiction, enfin, toutes ces choses compliquées. Et en même temps, d'une manière très simple et naïve. C'est aussi très concrète, que ça, vraiment, c'est quelque chose que j'admire, avec des choses, aussi des univers très étranges, comme par exemple, dans l'extrait que j'ai lu, l'église avec d'un côté le mari et de l'autre côté l'amant. C'est une mise en scène très, très drôle de la vie de la narratrice. Après, comme j'ai lu que quelques extraits, j'ai envie de savoir la suite. C'est très étrange, les décalages de traduction. Oui, il faut vivre avec, bien sûr. Mais c'est un progrès incroyable qu'on puisse être assis ici et parler ensemble, même s'il y a un petit décalage. Tout à l'heure, j'avais dit que dans le roman de Grand Jardin, il y a un aspect documentaire. Elle a dit que c'était quasi documentaire, elle a corrigé. Et Emmanuel, vous inventez un cosme, donc vous avez par exemple les 12 candidats pour le dialogue européen. Est-ce que la fiction est plus réelle que la vie réelle, donc du point de vue sociologique finalement? En fait, moi je prends les choses que je trouve dans le réel, je les prends comme des petits moteurs pour la fiction.
comment, par exemple, j'avais ce problème d'OGM. Donc je me dis, il faut que les gens puissent se prononcer, que les citoyens aient le droit de dire leur avis sur est-ce qu'on veut des OGM ou pas d'OGM, par exemple. Et j'entends à la radio un scientifique français qui s'appelle Jacques Testard, qui a été un grand biologiste et qui maintenant est pour les sciences citoyennes et pour que les citoyens puissent s'exprimer sur ce qu'ils pensent des avancées scientifiques. Et donc, je me suis dit, et donc lui, il pense qu'il faut justement qu'il y ait des panels de citoyens qu'on fait travailler. Voilà. Donc, tout ce thème du panel de citoyens, en fait, il vient de cet homme que j'ai entendu à la radio. J'ai trouvé que son idée géniale. Donc, je me suis dit, avec lui, avec son idée, je vais faire un petit moteur de ma fiction. D'un côté, j'ai La Chimère, qui est un autre moteur, c'est le moteur qui vient des laboratoires du Royaume-Uni. Et puis, contre cette première force, en fait, je mets une autre force qui est celle du panel de citoyens. Voilà, c'est comme ça que je conçois la fiction, en fait. Mais il y a un auteur anglais qui s'appelle Will Self, que j'ai entendu en fait expliquer sa manière de concevoir ses romans, et j'avais été assez impressionnée en fait par ce rapport-là de prendre des forces dans la société, des forces religieuses, des forces techniques, et puis de fabriquer son histoire avec ça. En fait, je crois que c'est lui qui m'a impressionnée et influencée, à vrai dire. GVO, ich sage es vielleicht nochmal für diejenigen, Donc die les OGM, ceux qui ne connaissent pas l'abréviation, sont les organismes génétiquement modifiés. Donc ça c'est la protagoniste dans le livre d'Emmanuel Pirer doit écrire un article sur les OGM. J'ai une autre question. Donc, vos réflexions, votre questionnement vont de vous-même. Donc, vous vous posez des questions vous-même. Lola, vous le faites, vous vous posez des questions. Emmanuel le fait aussi. Est-ce que cela influence votre écriture? Moi, beaucoup, oui. Tout le livre part de questions, en fait, de se poser des questions et trouver des réponses qui ne sont pas les mêmes réponses que dans l'existence, en fait. Et Lola? Also bei uns kommt das im Übrigen auch ganz lustig an, muss man mal sagen. Chez nous, c'est un peu bizarre aussi, le décalage. Je vois Emmanuel et j'entends la voix de l'interprète. Donc, c'est curieux, c'est bizarre. Et ce n'est pas le décalage, mais c'est une chose asynchrone. Oui, chez moi, le questionnement de moi-même est très, très fort. On avait parlé de guérir. Ce n'est pas, on ne peut pas, je pense, faire un bilan. Je me demande, est-ce que c'est la fiction, est-ce que ce n'est pas de la fiction? Bon, en ce moment, j'écris un livre plus fictionnel. Mais donc, ce sont des fils qui se rejoignent aussi dans le livre. Je ne peux pas définir clairement si c'est une fiction ou si ce n'est pas une fiction. Il y a une certaine similitude, peut-être avec Chimère, dans ce livre. C'est la peur, l'angoisse. Et ce sont aussi des points qu'on a en commun, mais il y a des rôles aussi dans ce roman, et ces rôles font apparaître donc la fiction. On arrive à un certain point qui sont intéressants, et
C'est intéressant du point de vue littéraire qu'on arrive à une certaine fin, mais ce n'est pas une somme en faisant le total de tout. Merci beaucoup à Emmanuel Pirer à Lyon, merci beaucoup Lola Randall, merci aussi à l'interprète qui a permis donc d'avoir ce dialogue. Et merci beaucoup aussi pour tous les gens qui sont intéressés. Et je remercie la Villa Gilet, la Fondation Genshagen où nous nous trouvons. Et je remercie la ville de Lyon et la ville de Leipzig. Et je vous dis donc je suis vraiment ravie qu'on se soit rencontrés à une prochaine fois. Merci beaucoup. Et j'ajoute, donc j'ai l'impression qu'on a construit une chimère. Enfin, on a un autre niveau de chimère puisqu'on a pu coudre ensemble déjà 2 langues, 2 livres qui ont des proximités thématiques et pourtant des différences énormes, 2 personnes qui vont se rencontrer, et puis l'écran, le réel, c'est ça la chimère, non ? Donc merci beaucoup, et donc merci Genshagen, merci Lola et Emmanuel de votre patience, merci au public d'être là pour écouter notre chimère et pour lire les livres, parce qu'après le livre est aussi une chimère, et j'ajoute que cette conversation donc est très importante pour nous puisque nous sommes là entre la France et l'Allemagne, entre Leipzig, Lyon et Berlin. Et que tout ça est soutenu par l'Institut français et la ville de Lyon dans le cadre de nos conversations européennes. Merci et bonne soirée. Merci. Ihnen auch. Vielen Dank. À vous aussi, merci beaucoup.